Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans notre Mediapart Live spécial Algérie. Depuis un mois, le peuple algérien se soulève, un soulèvement inédit, spectaculaire, une deuxième révolution, dit-on, après celle de 1962 et de l'indépendance. Un hirak sha'bi, comme on dit en arabe, un mouvement populaire qui part d'en bas du peuple. L'étincelle, le détonateur, a été la volonté de faire briguer un 5e mandat à ce président, Abdelaziz Bouteflika, qui ressemble plus à un vieillard en fin de vie qu'au dirigeant d'une des plus grandes nations africaines. Malade, handicapé, invisible depuis 2013 et son AVC, il n'a pas parlé au peuple algérien depuis 2012, soit près de 7 longues années. Le 22 février, les Algériens sont donc descendus massivement pour dire non à cette mascarade, cette humiliation qui vise à faire élire la marionnette d'un système opaque et corrompu. Quels sont les ressorts de cette révolte? On en parle à l'occasion de ce premier plateau avec nos 3 invités. Nous devions être 4 puisque Salima Tlemceni, journaliste à El Watan, le grand quotidien francophone algérien, devait être en direct depuis Alger, mais malheureusement elle ne peut pas car elle a eu un empêchement personnel. Nous la saluons. Et je reviens à nos 3 invités. Leïla Bamara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé au Sherpa à Sciences Po Aix-en-Provence. Vous êtes politiste. À vos côtés, El Mouhoub Mouhoud. Vous êtes économiste, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Et Hakima Bedouani, membre du collectif Debout l'Algérie, qui, de ce côté-ci de la Méditerranée, vise à continuer, à prolonger ce soulèvement algérien. Alors, peut-être une première question. Je vais me tourner vers vous, Leïla, parce que vous rentrez d'Alger, pour qu'on fasse un petit état des lieux de la mobilisation au jour d'aujourd'hui. Ça fait donc, depuis le début de la semaine, les manifestations, les rassemblements continuent. Il y a eu les étudiants, les médecins, les magistrats. Un nouveau vendredi est annoncé de grandes manifestations et chaque vendredi dépasse le précédent. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu cet état des lieux ? Alors, un état des lieux, je n'ai pas le recul vraiment suffisant pour en parler avec une profondeur sociologique, mais la semaine que j'ai passée, effectivement, a été ponctuée de plusieurs mobilisations. Donc, moi, je suis rentrée lundi soir. La semaine dernière, j'ai pu participer et observer les mobilisations, notamment des enseignants du primaire, secondaire et de l'université. Et évidemment, le vendredi, qui a été marqué donc, par les mobilisations habituelles maintenant depuis plus d'1 mois, qui se poursuivent, enfin qui sont appelées en tout cas à se poursuivre pour cette semaine. L'ampleur est inédite. Moi, je travaille sur l'Algérie depuis 10 ans maintenant et c'est sûr que autant de personnes dans la rue à travers tout le pays, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, même en tant que chercheur, on regarde ça avec attention. Alors, évidemment, on a un certain nombre d'outils qu'on mobilise pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Mais là, on est aussi dans l'expectative et on essaie de rencontrer les acteurs de ces mobilisations. Alors, il y a eu plusieurs temps, puisqu'il y a eu, on dit, un avant et un après 11 mars, puisque le 11 mars, après 3 semaines de protestation, le président Bouteflika, ou tout du moins son entourage, a annoncé qu'il ne briguerait pas de 5e mandat. Et ils ont annoncé, pas proposé, puisque le peuple n'a pas du tout son mot à dire, et encore moins la Constitution. Il a annoncé qu'il renonçait à un 5e mandat, mais qu'il allait donc prolonger son 4e mandat, qui se termine là dans quelques semaines, au mois d'avril, et qu'il allait reporter l'élection présidentielle. Est-ce que les revendications ont évolué, puisqu'il y avait une unanimité contre un 5e mandat, et aujourd'hui, de nouveaux slogans ont fleuri, puisqu'il s'agit d'aller au-delà de ce 5e mandat, et c'est de dire non à tout un système qui est incarné par cet homme. De ce que j'observe en ce moment, depuis plusieurs semaines, les slogans sont sans cesse réactualisés. C'est impossible de suivre tant il y en a sur place, même à travers les réseaux sociaux, puisque de nombreuses personnes suivent avec attention ce qui se passe aussi à distance.
Donc les slogans, ils évoluent effectivement en fonction des réactions des gouvernants, pas seulement des lettres du président, mais aussi aujourd'hui, par exemple, il y a eu un certain nombre de défections, ou en tout cas de désapprobations au sein du FLN, au sein du RND, qui sont les partis de la coalition gouvernementale, et les gens réagissent au fil de ces réactions diverses. Donc les revendications, elles évoluent évidemment en fonction de la situation politique qui est sans cesse réactualisée. Et aujourd'hui, alors oui, on va avoir peut-être plus de revendications en lien avec la question de la transition, ce genre de choses, mais vendredi, il y aura encore tout un foisonnement de nouvelles revendications, et puis la prochaine réaction, il y en aura d'autres. Enfin, je pense que... Hakima Bedwany, c'est quelque chose que vous avez observé aussi à Paris, où vous participez aux mobilisations qui ont lieu, notamment à République, avec votre collectif? Tout à fait. Donc je l'avais constaté déjà, parce que moi aussi je revenais d'Algérie, mais c'était un mois avant l'annonce de la candidature éventuelle. Donc j'avais fait un papier, je me rappelle, là-bas. Et les témoignages que j'avais recueillis étaient tous unanimes. Ils étaient tous contre un 4e mandat. Et ils utilisaient même le terme ça serait suicidaire. C'est revenu souvent. Lors de l'annonce de la candidature, c'était une réaction immédiate à Paris de la part des citoyens, qu'ils soient résidents ou bien des franco-algériens. Donc il y a eu un appel d'un jeune qui a publié sur Facebook son refus d'un 5e mandat, et il a été tout de suite en contact avec 5 personnes qui ont constitué le collectif de Boule Algérie et qui ont organisé le 17 février déjà le premier rassemblement public. Nous étions au départ à peu près 300-400 personnes sur la place, et ce jour-là, à la fin de la manifestation, en fait, c'est la préfecture qui nous avait accordé, je pense, 1h30. Nous sommes réunis pour poursuivre la mobilisation et de faire appel aussi à d'autres collectifs qui pourraient éventuellement nous rejoindre pour manifester notre position par rapport à cette candidature. Et c'est comme ça que s'est lancé au fait le travail en amont, à travers des réunions que nous avons organisées ensemble pour déterminer quelles sont les actions qu'on pourrait faire nous. Et c'était dans une démarche d'appuyer la dynamique qui commençait à se faire en Algérie à travers des mobilisations et des manifestations dans divers pays, dans diverses villes de l'intérieur du pays, et qui a regagné après la capitale. Donc nous avons accompagné à chaque fois. Eux, ils commençaient à manifester le vendredi, nous c'est le dimanche, et nos actions et nos slogans étaient complètement, reprenaient un peu ce que disaient nos compatriotes à Alger. Donc notre objectif principal, c'était pour dire la diaspora est là, la diaspora vous accompagne, vous appuie, afin que nous puissions atteindre notre objectif de dire non à cette candidature de M. Bouteflika à un 5e mandat. Et ce qui est intéressant, c'est que là aussi, à Paris, à Marseille, mais aussi à Genève, au Canada, à chaque fois, chaque week-end, là aussi, la mobilisation allait crescendo. Il y avait de plus en plus de monde, un peu comme si c'était un parallèle avec, ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie. Tout à fait. Donc il y a eu comme un effet de communication entre nous. Les réseaux sociaux aident beaucoup. Donc la mobilisation s'est faite à travers toutes les villes occidentales où la diaspora est présente. Et il faut savoir que la diaspora algérienne est très importante à l'étranger. Ce qui explique pourquoi est-ce que l'élite algérienne est partie. Tous les étudiants qui ont effectué des études supérieures ne sont pratiquement jamais revenus dans le pays. Donc elle est constituée d'un nombre important en France, mais pas seulement. Ils sont présents au Canada, ils sont présents aux États-Unis, ils sont présents aussi à Genève, à Rome, à Madrid, partout. Ils sont présents partout. Et d'ailleurs, pour vous dire, il y a eu même une personne qui était en Afrique du Sud, elle était toute seule, et donc elle a voulu signifier qu'elle est contre le système en place, et elle a manifesté toute seule en Afrique du Sud. Excellent. Alors, peut-être on va essayer de cerner un peu, je ne sais pas si c'est vraiment possible, on n'a sans doute pas le recul nécessaire, comme vous le disiez, mais c'est de mieux comprendre les dynamiques sociologiques de cette mobilisation, les groupes qui se mobilisent, même si c'est une mobilisation, on l'a compris, très large. Laïla Bamara, vous avez travaillé, vous avez publié notamment dans la revue Moyen-Orient il y a peu de temps un article sur la jeunesse
d'Algérie, et vous décriviez à quel point elle s'engageait. Alors à l'époque, vous écriviez l'article, vous ne saviez pas qu'il y aurait toutes ces mobilisations. Donc, vous disiez bien, voilà, politiquement, ça reste très compliqué de s'engager. Par contre, il y a un engagement associatif sous diverses formes qui a lieu. Et c'est intéressant parce que on a évidemment redécouvert presque, entre guillemets, en tout cas dans la presse française, que, eh bien non, cette société n'était pas si apathique qu'on le disait, que parler d'un réveil était sans doute impropre. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu quand vous avez vu arriver cette mobilisation? Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'on ne peut pas anticiper ce type de mobilisation, mais ce qui est certain, c'est que le peuple algérien ne se réveille pas, ne s'est pas réveillé le 22 février. C'est pas une société apathique. Quand on va en Algérie, si on a l'habitude d'aller en Algérie, on sait que tout le monde parle politique. Dans les transports en commun, dans la rue, aux terrasses de café, partout, tout le monde parle politique, a un avis sur la politique du gouvernement. Et a une connaissance assez fine, donc je caricature un peu, mais du politique, de la politique en Algérie. Moi, quand j'ai enquêté donc, auprès des jeunes fin 2017, donc c'était des jeunes qui étaient membres d'associations. Donc l'idée, c'était de s'intéresser à leur engagement associatif. Et ce qui était intéressant d'observer, c'est qu'il y avait un évitement du politique, mais du politique, c'est-à-dire de tout ce qui a trait à la politique institutionnelle, aux acteurs politiques qui sont discrédités à leurs yeux. Mais par contre, il n'y a pas un désintérêt pour le politique. Donc à travers leur engagement dans des associations, ils affirment vouloir s'engager autrement. En agissant au niveau local pour améliorer les structures dédiées justement aux jeunes qui manquent dans un certain nombre de villes en Algérie notamment. El Mouhoud, dans une interview avec Rachida, vous évoquiez le fait que les groupes qu'on voyait dans ces manifestations-là ne pouvaient pas vraiment être comparés totalement à ceux de 88, qui était un autre moment d'effervescence populaire. Alors évidemment, ce n'est pas la même génération, mais vous avez l'air de dire que les groupes sociaux étaient peut-être un petit peu différents. Oui, parce que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ça a pris cette ampleur, qui semble inattendue, mais qui est latente depuis longtemps. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les choses, ça n'est pas un mouvement spontané. Ça fait très longtemps que les processus sont mûrs pour que ça arrive à ce niveau-là. Alors, la rupture de 88 a été en effet le fait de jeunes des agglomérations peu éduqués et pauvres, appauvris par le contre-choc pétrolier de 1986, qui a retourné l'économie et qui a, plus gravement qu'aujourd'hui, on va y revenir, a mis l'économie... a rendu l'économie exsangue. Et donc, en fait, on avait affaire à une révolte, à une jacquerie, d'une certaine manière, qui a fissuré le pouvoir, tout de même, puisque le printemps arabe commence là, dans la mesure où on a eu 3 années d'effervescence démocratique remarquable. Oui. Des journaux, des multipartistes, après un parti unique au pouvoir et un président élu à 99%. Donc, c'est une continuité. Ensuite, il y a eu un deuxième grand mouvement qui est passé inaperçu dans les discussions, c'est 2001. 2001, en Kabylie en particulier, vous avez eu une démonstration de force également de la part de la population contre le régime à chaque fois. Ce ne sont pas des personnalités qui sont visées comme toujours. Et aujourd'hui, ça déferle et ça ne touche plus les mêmes catégories sociales parce que précisément la situation économique et sociale a également changé. Et là, on a affaire à un mouvement qui est porté par les élites, les éduqués, les magistrats, les médecins, les architectes, la population, les femmes voilées, pas voilées. Enfin, on a donc un mouvement qui est absolument incroyablement uni, car échappant à toutes les hypothèques qui ont empêché son déferlement. Et ces hypothèques, elles sont d'abord régionalistes. Avant, c'était juste la Kabylie, et on pouvait stigmatiser la question régionale et ethnique. Et puis, il y avait la question islamique, l'hypothèque islamique qui a été levée, l'hypothèque de la sécurité, de la syrisation, qui ne semble être pas du tout à l'ordre du jour, du point de vue des mots d'ordre que cette population pacifique qui manifeste, Silimia, et aussi dans la dignité, semble porter. Donc c'est la raison pour laquelle il s'agit pour moi d'un processus de rupture historique qui pouvait être prédit
du point de vue de la rupture, mais pas du point de vue de la forme que ça allait prendre. Mais en tous les cas, en 2016-2017, nous étions un groupe d'économistes à travailler sur la situation algérienne, et la rupture était annoncée. La chronique d'une rupture annoncée était là. Et si on allait dans les stades assister aux matchs de foot, on ressentait une rupture, on découvrait que la rupture n'était pas très loin. J'en parle parce que les stades ont été un petit peu une arène politique d'un champ public qui s'est profondément rétréci en matière d'expression, de liberté d'expression, et ils se sont devenus un petit peu des laboratoires de la contestation. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, puisque un des hymnes des manifestants qui est repris est la Casa del Mouradia, qui est le chant des supporters d'un des plus grands clubs d'Alger. Comment vous expliquez un petit peu aussi que le pouvoir aujourd'hui se prenne en pleine figure finalement ce football qui était un petit peu le défouloir de toute cette génération qui était, on en parlera dans quelques minutes, mais condamné au chômage, à une forme de désespérance sociale ou alors à l'exil. Vous avez raison, c'est l'un des signaux annonciateurs, parce qu'effectivement, un certain nombre de sociologues, je pense par exemple à Naji Safir, qui avait aussi beaucoup travaillé sur le suivi des stades, et les mots d'ordre politiques qu'on voit aujourd'hui dans la rue étaient dans les stades. Et donc c'était le premier signe annonciateur également de cette rupture et de ce déferlement, car on ne pouvait plus continuer à se moquer de ce peuple. C'est ça la question du déclenchement. La latence de la révolte était là, elle a toujours été là, mais le déclenchement, c'est l'arrogance dans la confiscation de la dignité à un peuple. Voilà, c'est ça qui est vraiment formidable. Et par ailleurs, si vous regardez, alors nous avions regardé les données, vous savez, il y a des données d'enquête. Ce qui est très intéressant, c'est pourquoi le pouvoir n'a pas pu les voir. Il y avait des données d'enquête. Si vous regardez, par exemple, une enquête qui s'appelle Eurobaromètre, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est assez intéressant. Et on a regardé ça, et vous regardez par type de catégorie, alors confiance en gouvernement, sécurité, etc. Et on voit, en 2016, la confiance se détériorer, s'effondrer de moitié. Donc vraiment, avec des scores de 0 à 100, on a une diminution par 2 de la confiance. Donc on avait tous sur ces éléments qui étaient annonciateurs d'une rupture. Les réformes ont été reportées sine die à partir de 2016-2017, le retour de Yahya au pouvoir, Premier ministre défait là, ces quelques jours, eh bien, a fait que finalement on a cru qu'on allait se passer, comme avec une souris d'ordinateur, passer le cap de cette difficulté et imposer le 5e mandat sans problème. Alors, moins par naïveté que par incapacité à trouver une alternative. C'est ça qui est, à mon avis, intéressant à analyser. Pourquoi un pouvoir qui est quand même pas... L'Algérie, c'est pas le Venezuela, il y a encore 65 milliards de réserves de change, c'est pas un pays qui s'est effondré, il y a encore des dynamiques. Donc pourquoi ce pouvoir n'a pas vu venir le fait que l'intolérable était atteint? Et c'est ça qui est, à mon avis, la vraie question qu'il faut aussi discuter pour la transition. Et l'AVC du président remonte à 2013, il y a eu l'élection présidentielle de 2014. Pourquoi ce n'est pas à ce moment-là déjà que le pouvoir, ou en tout cas les forces qui font le pouvoir... Si je peux me permettre, j'ajouterai juste un argument. En fait, la croyance a été une croyance en 2 types de capitaux, au sens de Bourdieu, qui a appris ça chez les économistes, donc je peux le lui reprendre, la notion de capital. C'est le capital révolution, indépendance, etc. Ça n'opère plus chez les jeunes. Terminé. Donc ça s'est érodé, ils ne peuvent plus en tirer profit. Mais ils ont pensé que ça pouvait jouer encore. Et surtout, le capital sécurité, du retour de la paix civile après la loi de concorde nationale établie, à juste titre, par Bouteflika, et ce retour à la paix civile a constitué très longtemps un capital symbolique sur lequel ils pouvaient tirer profit. Et ils ont cru que jusqu'au bout, ils allaient pouvoir en user. Et le mur de la peur, comme disent les jeunes aujourd'hui, s'est effondré car ce capital était érodé. C'est une question qu'on voulait vous poser, j'anticipe un petit peu peut-être, c'est sur le fait que oui, la génération, en tout cas les jeunes qui se mobilisent là, n'ont pas connu finalement cette fameuse décennie noire, ce genre de sécurité que vous évoquiez. Laïla, vous qui avez travaillé sur cette jeunesse, est-ce que ce diagnostic qui vient d'être fait, ça vous parle sur le fait qu'il y aurait ces hypothèques-là qui auraient été levées, qui permettent peut-être davantage une mobilisation qu'il y aurait moins eu avant ?
Peut-être, moi je trouve que c'est assez difficile d'identifier les causes de ces mobilisations actuelles, ou en tout cas ça serait vain de chercher à les déterminer. Ce qu'on peut observer, en tout cas ces 10 dernières années, c'est qu'effectivement les mobilisations n'ont jamais cessé à travers le pays. Je pense que c'est encore important de le souligner. Ça ne veut pas dire qu'on ne prête pas attention au caractère exceptionnel des mouvements populaires qu'on observe aujourd'hui. Mais voilà, il y avait 2001, mais même en 2011, la question, ce n'était pas pourquoi donc, les Algériens se révoltent, c'était pourquoi ils ne se révoltent pas, au moment des printemps comparativement arabes. Voilà, aux autres pays de la région. Or, en 2011, des mobilisations ont eu lieu chez les étudiants notamment. Et cette phrase, donc, on a brisé le mur de la peur, moi je l'avais entendue de la part d'étudiants qui, le 12 avril 2011, avaient marché par plusieurs milliers dans la capitale. Puisque la capitale, encore une fois, Alger, on en parle beaucoup. Et il ne faudrait pas que ça occulte ce qui se passe dans le reste du pays, bien entendu. Mais Alger, c'est vrai que c'est la ville où, malgré la levée de l'état d'urgence, les interdictions de manifester se sont perpétuées. Donc c'est un symbole assez fort, pour plein d'autres raisons également. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qui est assez exceptionnel aujourd'hui, c'est qu'on a une convergence effectivement de différentes catégories de la population. Donc effectivement, il y a les élites, les enseignants, les étudiants, etc. Mais il y a, et vous l'avez rappelé, aussi les jeunes, notamment issus des quartiers populaires et qui ont exprimé de manière très diverse leur contestation du régime aussi dans les stades notamment. Et donc là, c'est vrai que ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on observe donc toutes ces différentes catégories d'acteurs ensemble dans la rue. Ce qui est aussi, à mes yeux, une nouveauté à souligner, c'est qu'on a vraiment une réappropriation de cet espace public qui était confisqué. Qui était vraiment très difficile d'accès. Effectivement, en 2014, il y a eu quelques rassemblements contre le 4e mandat à l'époque, mais qui étaient aussitôt réprimés par les autorités. Et de même que tous les rassemblements une grande partie des rassemblements qu'on pouvait observer à Alger. Je pense notamment à ceux des familles de disparus qui, toutes les semaines, depuis des années, manifestent pour réclamer donc, que la vérité soit faite sur leurs disparus et donc qui se font réprimer de manière hebdomadaire. Donc, alors, l'Algérie est un pays trentenaire dirigé par des octogénaires. 42 millions d'habitants, la moitié de la population a moins de 30 ans. Fabien rappelait cette génération-là pas connu la violence de la décennie noire, ou en tout cas qu'elles étaient des enfants de la concorde nationale. Est-ce que cette jeunesse-là, qui n'a pas connu cette violence-là, n'a pas été confrontée à une autre violence, qui est donc la violence économique et sociale, c'est-à-dire l'échec, la désillusion? Est-ce que là aussi, ce ne sont pas des racines du soulèvement auquel on assiste aujourd'hui? Les raisons ne sont pas allées chercher sur le terrain économique. Et pour prolonger, peut-être, pour bien comprendre, est-ce que ça aide à répondre à la question pourquoi est-ce que dès le 4e mandat, il n'y avait pas eu le déclic? Il y avait eu, c'est ce qui vient d'être dit. Il y avait eu le déclic. En tout cas, ça a été comprimé. Ça a été comprimé en 2011. Il y a eu un début, sauf que ça a été comprimé. Et je crois que la situation économique n'est pas la même. La situation économique, elle est en arrière-plan. Elle n'est pas directement celle qui enclenche. Vous avez vu qu'il n'y a aucun mot d'ordre de type catégoriel, de type revenu ou salaire ou autre. C'est des mots d'ordre strictement politiques. La fin du régime, la fin du système, la Deuxième République, la transition qui doit être menée par le peuple et pas par l'équipe en place, les clans en place. Donc il y a cette situation-là qui est effectivement une situation qu'on peut qualifier, il faut être prudent évidemment, mais vu la masse de la population qui de vendredi à vendredi se mobilise, de révolutionnaire. La situation, elle est la suivante. Vous avez un régime d'État rentier qui n'est pas l'apanage de l'Algérie, tous les pays arabes fonctionnent à peu près de la même manière, des économies qui tournent autour de 3 secteurs, et celle de l'Algérie, c'est les hydrocarbures, qui représentent 37% du PIB, des richesses créées, qui représentent 98% des recettes extérieures et 75% du budget de l'État. Ce premier secteur, qui est le secteur clé, déverse sur un deuxième secteur, qui est le secteur d'importation, que les Algériens appellent import-import, qui représente encore 30% du PIB. Et puis on a un troisième secteur, qui est le secteur des biens non échangeables, de la construction, etc., qui est très intriqué avec le secteur informel, et dans lequel se retrouvent les jeunes diplômés déclassés la plupart du temps. Donc ces 3 secteurs font l'essentiel de l'économie. On a un secteur privé industriel qui a reculé, qui était de l'industrie manufacturière, ça représentait 15% du PIB à peu près en 1900, du PIB, c'est-à-dire des richesses, en
10%. Dans les années 80, 96, en 1996, on est à 10%, et aujourd'hui avec 5%, donc presque rien. L'emploi public, l'emploi privé formel ne représente que 10%, le reste c'est de l'informel et du public. Et donc on a une situation dans laquelle, parallèlement, l'Algérie a fait des efforts, et ça il faut bien le remarquer, c'est pour ça que je dis il ne faut pas non plus noircir tout. Ce n'est pas un pays qui a dilapidé des richesses, mais qui a distribué la rente au lieu de l'investir de manière rationnelle, accumulée, etc. Ils l'ont distribué de manière discrétionnaire. Mais par contre, ils ont créé plein d'universités, le nombre d'inscrits dans le supérieur a augmenté considérablement, donc on a un système d'enseignement supérieur qui s'est atrophié également, mais avec une crise de la qualité de l'éducation qui est aussi extrêmement forte. Donc ces jeunes qui sont issus de ce système d'éducation, qui c'est encore un chiffre, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est pas du n'importe quoi. C'est la part des dépenses d'éducation dans le PIB est passée de 1,5% en 2000 à 2,5% en 2012. Donc pendant le boom pétrolier, on a dépensé l'argent. On l'a pas seulement volé, comme disent certains. Il y a de la corruption, il y a de la dilapidation, il y a un fonds de recettes d'hydrocarbures qui a été utilisé de manière tout à fait irrationnelle. Mais ça a été dépensé. Les aides à la consommation, les subventions à la consommation, 30% du PIB. Donc c'est une économie qui n'a pas accumulé, mais qui a distribué les revenus de la rente. Et quand la rente se retourne, quand les revenus diminuent, alors là, ça devient difficile de continuer à acheter la paix sociale, à subventionner les emplois, etc. C'est ce qui s'est passé. En 2011, on était encore avec des réserves de change, l'issue des revenus pétroliers, d'à peu près 250 milliards de dollars. Oui. Donc on avait quelque chose qui permettait d'acheter la paix sociale. Donc très vite, après les premiers mouvements, on a encore distribué de l'argent, on a créé des emplois, des faux emplois, d'auto-entrepreneurs, etc. Mais avec le retournement du prix du pétrole en 2013, entre 2013 et 2016, les réserves de change ont baissé de moitié. Et donc là, le fonds de recettes d'hydrocarbures, qui était la caisse dont disposait le Trésor auprès de la Banque centrale, donc l'État s'est complètement effondré, et donc il n'y avait plus de moyens d'acheter la paix sociale, et c'est là que la rupture pouvait être prévisible, parce qu'à partir de 2016, on a fait une politique de court terme, qui a été menée par le Premier ministre qui vient d'être défait, Yahya, qui était la politique de procrastination dans les réformes, on les remet à plus tard, et on fait du financement non conventionnel, euphémisme pour dire, on fait fonctionner la planche à billets, et donc on détériore un certain nombre de confiances, et on le voit là dans les enquêtes d'opinion, les confiances se dégradent un peu à tous les niveaux, y compris sur la question de la sécurité, et donc à partir de là, eh bien, les ingrédients pour ne pas soutenir, encore une fois, un système, c'est pour ça que ce n'est pas seulement Bouteflika qui est en cause, c'est pour ça que le mot d'ordre va beaucoup plus loin, c'est que le peuple sait pertinemment que ce régime, du fait de sa connexion, de sa structure même, de connivence entre certaines entreprises et le clan et les clans au pouvoir, ne peut pas être le porteur de la réforme. Et ce qui s'est passé, parce qu'il faut aller aussi plus loin sur les raisons qui font que c'est un mouvement historique, c'est que les pactes intérieurs internes aux sociétés se sont effondrés avec la jeunesse depuis longtemps, depuis 88. Donc c'est un mouvement long. Donc le pacte social fait que les jeunes n'ont pas de confiance dans ce régime. Le deuxième pacte qui est en train de se fissurer à l'intérieur, c'est le pacte des piliers du régime, et en particulier les Moudjahidines, l'association des Moudjahidines, et au sein des entreprises qui bénéficient de privilèges auprès de l'État, au sein du Forum des entreprises, qui est l'équivalent du MEDEF français, eh bien, il y a eu également une coupure entre des entreprises qui se sont désolidarisées et qui ont demandé le retrait du candidat, et puis les autres qui ont continué à être vassalisées. Donc, si on regarde secteur par secteur, les piliers internes se sont fissurés, et c'est la raison pour laquelle l'armée est aussi dans une position difficile. Alors, on va parler de ce sujet-là dans le plateau qui suit. Hakima Bedouani, du coup, je vous pose la question sur ce qui vient d'être dit, sur le fait que c'est pas tant la figure de Bouteflika, c'est plutôt tout le système qui a derrière. D'ailleurs, on emploie des mots comme ça, un peu genre le système ou le pouvoir. Alors, en termes de revendication dans votre collectif, comment vous appréhendez cette question? Quelle est la revendication? Quelle est l'alternative que vous souhaitez, pour être clair? Nous, dans le cadre de nos actions, bien évidemment, on appuie un petit peu les revendications de la population algérienne, et la population algérienne, la jeunesse notamment, et
toutes les autres catégories sociales et tous les âges. Hein. En fait, la jeunesse algérienne a porté un peu le message et les autres ont suivi. Et on constate, même si au départ la revendication était contre le 5e mandat, mais c'était aussi le rejet de tout le système politique qui était exprimé. Et ça, je l'ai constaté, moi, à plusieurs reprises lors de mes nombreux voyages en Algérie. Tout le monde disait, même pas publiquement, mais quand vous allez dans les universités, lorsque vous discutez avec les petits entrepreneurs, ils constatent que l'exercice même de l'économie est très difficile, bureaucratique, corrompu. Donc les entrepreneurs se plaignaient, la jeunesse se plaignait aussi. La jeunesse se plaignait comment ? C'est vrai qu'il y avait des infrastructures qui étaient là, des universités construites et des lycées construits. Il y avait une jeunesse qui avait envie de se former et de s'instruire. Mais le système scolaire, le système universitaire, tout le monde était unanime, que ce soit les professeurs d'université ou les étudiants, constataient la dégradation, le laisser-aller, le manque de gouvernance. C'était l'absence de l'envie de construire une Algérie moderne. C'est le sentiment qu'on peut ressentir. Donc, à partir du moment où on rejette un 5e mandat, ça veut dire qu'on a envie d'en finir avec le système politique qui existe en Algérie depuis l'indépendance, qui s'est dégradé davantage après les 2 dernières décennies. Même si les 2 premiers mandats, il y avait des choses qui se faisaient et les Algériens ont retrouvé quand même comme une vie un peu plus normale, entre guillemets. Mais à partir du 3e mandat et surtout après l'accident vasculaire cérébral du président Bouteflika, ils étaient patients parce que ils avaient une certaine sympathie envers le président, ce président qui a ramené la paix sociale dans le pays, mais on constate aussi, ok, vous avez été formidable, on peut vivre un peu plus tranquillement, mais aujourd'hui, il faut passer la main. Donc l'attente était là. L'attente, elle était là, elle s'exprimait, que ce soit lors des réunions, elle s'exprimait dans les stades, parce que ces chants-là, ils sont d'une conscience politique. Moi, je vois, quand je lis le texte, je me dis, c'est pas possible, cette jeunesse ne peut que produire des manifestations d'une telle ampleur. Et ils se sont manifestés, les slogans sont très politisés, même exprimés d'une manière un peu très humoristique, parce que, l'humour algérien est très décapant, mais elles sont très concrètes, c'est-à-dire tout le système politique à travers tous les gouvernants, tous les hommes politiques qui ont participé au gouvernement successifs sont rejetés aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le constate lors des manifestations à Alger. On voit que s'il y a un leader d'un parti politique qui a conclu une alliance avec les gouvernements, il est rejeté des manifestations et il est même hué. Donc, ce qu'ils veulent, c'est un renouvellement total avec une génération qui n'a pas une génération nouvelle. Ils sont, même s'il y a une petite inquiétude, quand même ils ont une certitude qu'au sein de la société civile, il puisse exister des personnalités compétentes qui pourraient travailler avec les composants de la société civile pour produire quelque chose, un projet de société moderne. Alors, une des forces de ce mouvement, c'est son caractère pacifique et civique. Ça saute aux yeux, d'autant plus ici en France où le mouvement des Gilets jaunes subit une forte répression. Comment vous vivez en tant que franco-algérien personnellement ce soulèvement? Je me souviens de notre entretien à El Mouhoub où vous me disiez que, comme tous les Algériens, vous redoutiez la violence parce qu'on sait qu'elle peut être très grave en Algérie. Et est-ce que c'est justement parce que l'Algérie a été un laboratoire de la terreur dans les années 90 qu'elle est aujourd'hui ce laboratoire de la manifestation pacifique et civique qui saute aux yeux du monde entier? Moi, je pense qu'au-delà de la guerre des années 90, il y a aussi une expérience des mouvements, des protestations antérieures qui ont ponctué, encore une fois, je le répète, toutes les années 2000, 2010, où les mouvements violents ont été systématiquement très réprimés. Il y a une expérience de la répression qui est ancienne, qui a été répétée, et donc, à mes yeux, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut
peut-être comprendre à travers justement cette mise en avant du caractère pacifique des mobilisations, c'est peut-être en lien avec ces expériences antérieures qui n'ont pas porté leurs fruits et donc qui sont utilisées comme une manière justement de proposer, de s'appuyer sur d'autres modes d'action aujourd'hui, donc à travers notamment ces marches pacifiques avec des entreprises notamment de nettoyage par les citoyens qui manifestent à la fin des manifestations, mais pas seulement, c'est quelque chose qui a été un peu viral, donc on nettoie des cours, des jardins, des quartiers entiers, un peu partout à travers le pays. Donc effectivement, la guerre des années 90 est importante, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la plupart des jeunes n'ont pas connu cette période-là. Donc après, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas hérité un certain nombre d'enseignements, évidemment. Mais je pense qu'il y a aussi ce qui s'est passé pendant les années 2000 et 2010. Et je voudrais juste ajouter un élément par rapport, réagir à ce que vous disiez sur les explications en termes d'achat de la paix sociale. Je ne suis pas certaine que ça permette vraiment ça permette vraiment de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, puisque surtout qu'on a les enseignements des printemps arabes justement de 2011, de collègues qui ont travaillé sur la Tunisie, l'Égypte, et qui justement ont souligné que ces explications-là sont assez vaines, puisque il faut plutôt aller voir vraiment du côté des acteurs, je pense, pour comprendre que, et vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a vraiment un rejet en fait du système politique algérien qui est très ancré. Et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose plutôt à aller creuser de ce côté-là pour comprendre ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les protestations ont toujours eu... beaucoup de protestations en Algérie ont eu gain de cause, effectivement, avec des augmentations de salaire, etc. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez dépassé, qui n'est pas présent dans les mots d'ordre des mobilisations. Je voudrais revenir là-dessus, parce que je ne dis pas que c'est la paix sociale qui a retardé, l'achat de la paix sociale qui a retardé le processus. Bien sûr. Du tout. Justement, je ne pense pas que cette lecture soit la bonne. Okay, très bien, alors. Je pense que vous n'avez pas très bien... Je pense que je me suis peut-être exprimé assez rapidement. Ce que je dis, c'est qu'entre 2011 et 2016, il y a eu un changement de contexte économique qui a été ressenti par la population comme un abandon de la volonté de réformer l'économie. Ça, c'est quelque chose que les gens ressentent. C'est-à-dire qu'en fait, définitivement, il y a eu deux indicateurs, qui sont des indicateurs sociaux et politiques, et pas forcément économiques. Un, quand Ouihia revient au pouvoir, il annonce la reprise... Rappeler qui c'est pour... L'ancien Premier ministre. En fait, on a eu, entre 2016 et 2017, on a eu 3 premiers ministres en période de 6 mois. Ahmed Sellal, qui avait été celui qui était censé lancer les réformes. Ensuite, il a été démis et Tebboune, qui était l'ancien ministre de l'Industrie, l'a remplacé. Et il est resté 3 mois. Et avec un objectif soutenu par le gouvernement, par l'armée et par le président, de réformer la relation entre les entreprises et l'État. Et il a été dégagé quelques mois après pression, semble-t-il, du patron du MEDEF algérien. Exactement. Justement, parce qu'il avait dénoncé la corruption au sommet, la collusion qui existait entre les secteurs de la construction, etc., et qui évinçait les entreprises les meilleures, d'ailleurs. Il faut bien comprendre ça. Et puis, ensuite, il a été remplacé par le retour d'Ahmed Ouihia, qui était déjà là auparavant, et qui est revenu comme Premier ministre. Et lui, il a sifflé la fin de la récréation en disant « Vous voulez des réformes ?» Non. On va faire quoi? On relance le gaz de schiste. Alors qu'il y a eu des mobilisations contre le gaz de schiste dans le sud extrêmement violentes, donc c'est aussi un élément dont on n'a pas parlé, et on fait du financement non conventionnel et on reporte les réformes sine die. Ça a été ressenti de manière extrêmement violente par les gens. C'est-à-dire, en fait, on a un régime qui dit « faites ce que vous voulez, nous on continue dans l'État rentier ». Voilà. La rente, c'est ce qui va nous servir. Puis, je voudrais juste ajouter une chose, parce que il est important de ne pas avoir des faux... disons, d'essayer effectivement d'approcher au maximum les raisons du processus qui conduit à ça. C'est la raison exactement pour laquelle, y compris même si en 2011, ça a été comprimé, le mouvement a été comprimé par la force déjà, pour ne pas avoir un effet de diffusion de ce qui s'est passé dans d'autres pays, eh bien, l'effet achat de la paix sociale a existé. La distribution des 30% du PIB distribué, le prix de l'essence par exemple. Il faut revenir il faut aussi s'ouvrir à l'économie un peu, parce que le prix de l'essence, le prix réel est 2 fois plus élevé
que ce qu'il est en réalité. C'est-à-dire que l'inflation, les gens la ressentent. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la politique qui a été mise en place de court terme, on a finalement appauvri les gens sur le secteur informel, et en particulier par les gens qui ne pouvaient pas consommer les biens qui étaient destinés aux élites ou aux gens qui bénéficiaient de rentes, comme par exemple ceux qui ont des migrants, reçoivent de l'argent des migrants et gagnent une prime de change et peuvent consommer fortement. Il y a des inégalités qui se sont vraiment creusées. Donc ça n'est pas apparent. Ça n'est pas apparent dans les mouvements. Mais c'est ça qui fait que c'est un mouvement profond et qui ne peut pas se terminer que par l'effondrement. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas penser que ce régime soit celui qui pourrait porter la transition. Donc sur la question de la violence, moi je pense que la violence ne viendra pas du peuple, de celui qui manifeste, elle viendra de la provocation. Ce qui provoquera la violence, c'est le fait d'aller contre le fait que c'est le peuple qui doit finalement, dans une transition politique d'abord, puis une transition économique, car il est possible de faire une transition économique. Elle est possible. On n'est pas dans une situation de délabrement telle que l'on puisse ne pas avoir de marge de manœuvre pour mener une transition économique de diversification qui permettrait aux jeunes d'avoir un avenir. Hakima ? Oui, je voulais rebondir sur un point qui a été abordé par rapport à ce rejet de la part de la population algérienne et sur le plan économique. Au fait, comment est-ce que les jeunes et la population algérienne ont aperçu les investissements qui ont été consentis en Algérie dans les cadres des plans gouvernementaux ? Ils ont constaté une certaine opacité dans la gestion des finances publiques. Et quand ils établissent des programmes d'investissement, il n'y a pas de traçabilité sur la faisabilité des travaux, la traçabilité par rapport aux dépenses effectuées et aussi la bonne gouvernance. Donc déjà, les Algériens, ils étaient conscients que beaucoup d'argent était gaspillé et qu'on voyait peu de résultats. D'autant plus que les projets qui ont été réalisés, il y avait beaucoup... Les Algériens se plaignaient de l'État, l'État dans lequel les infrastructures étaient réceptionnées. Donc, par exemple, l'autoroute Est-Ouest qui avait plein de tronçons qui étaient complètement abîmés alors qu'elle venait d'être inaugurée, l'absence par exemple des aires de repos. Au fait, je veux dire que chaque programme économique établi dans le cadre il connaissait soit des retards, allongement de budget, donc il y a une méfiance déjà sur le plan économique de la part de la population algérienne, en plus du rejet de la confiance politique. Donc ils n'ont pas confiance sur le plan politique, mais aussi sur le plan social et économique, dans le sens où ils se sentent comme négligés, réprimés, méprisés. Même s'ils ont distribué, comme vous le dites, ils ont subventionné des produits très chers, qui représentent une grosse enveloppe dans le budget de l'État, mais cette redistribution, elle n'est pas efficace. Elle est distribuée, par exemple, les subventions ne sont pas adressées uniquement aux personnes qui ont le plus besoin, mais elle est adressée à tout le monde, comme les matières premières. Voilà, c'est pas. En plus, la fiscalité était à revoir. Il n'y a pas un système d'adoption d'un système fiscal qui est équitable et qui peut être bénéfique pour le pays. Sur le plan économique, il y a beaucoup de couacs, beaucoup de problèmes qui entrave le bon fonctionnement de la construction économique. Peut-être parce que le temps file, donc on voulait terminer sur la question des acteurs qui pourraient émerger de ce mouvement, des figures, des acteurs, des forces qui pourraient émerger de ce mouvement et éventuellement le structurer. Laïla Bama, vous avez travaillé au début de votre recherche, votre carrière de chercheuse sur l'opposition que vous avez appelée institutionnalisée. Donc c'est celle qui est un peu à la remorque là, de tout ce qui se passe, mais qui visiblement n'a pas les moyens vraiment de diriger le processus. Vous allez peut-être me le confirmer. Et ensuite, le regard que vous avez aussi de sociologue politique sur ce mouvement qui visiblement n'entend pas se structurer, quoi. Ce qu'on peut observer effectivement sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a une méfiance généralisée à l'égard des partis politiques, y compris ceux de l'opposition. Et c'est ce qu'on observe dans ces mobilisations, c'est ce qu'on peut observer en Algérie depuis 10-20 ans. Donc effectivement, les partis d'opposition sont des structures qui aujourd'hui sont dépassées par les mobilisations actuelles et sont d'ailleurs les premières à l'avouer, à l'admettre. Donc un certain nombre de leaders de partis d'opposition ou de dirigeants de ces partis, en tout cas, sont en train de
d'affirmer qu'ils ne veulent absolument pas encadrer le mouvement, de la même façon qu'on retrouve ces discours chez des acteurs de la société civile qui insistent sur le fait qu'ils veulent accompagner, proposer, échanger, partager. Donc on a effectivement une structuration, en tout cas, qui ne se fait pas par les organisations traditionnellement présentes dans l'opposition algérienne. Après, ces acteurs sont complètement présents, hein. Donc, c'est-à-dire que les militants étaient là il y a plusieurs années, se mobilisent depuis plusieurs années, ont une expérience militante et se sont battus pour un certain nombre de causes. Et donc aujourd'hui, ils sont évidemment au milieu des manifestants et ils cherchent aussi à capitaliser, à mettre en avant ce qu'ils peuvent apporter à partir de leur propre expérience militante. Donc il y a des échanges, il y a énormément de... c'est très difficile de suivre toutes les réunions qui ont lieu entre à la fois des partis d'opposition, des associations, des collectifs qui ne sont pas agréés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les universités. Donc là, on observe des formes d'organisation un peu différentes, puisque là, mais il y a encore une tradition d'organisation à travers les comités, ce qu'on appelle les comités autonomes, qui sont en fait des formes de syndicats étudiants, mais qui ne sont pas agréés, mais qui organisent des mobilisations. Alors là, de manière horizontale, donc en organisant des assemblées générales. Il y a beaucoup de... ils sont en vacances anticipées. Enfin, il y a eu Oui, le pouvoir a essayé de dire « Allez, partez en vacances ». Voilà, donc on a anticipé sur les vacances des étudiants, mais ils n'ont pas déserté leurs universités et leurs écoles. Et donc, ils investissent ces locaux en invitant, en organisant plein d'ateliers, en faisant les assemblées générales, en préparant les marches du vendredi et celles du mardi, puisque le mardi, c'est spécialement le jour des étudiants. Donc, effectivement, on a il n'y a pas de structuration, on va dire... qui irait dans une seule et même direction. On a des tentatives d'organisation qui sont très diverses. Donc Et est-ce que le mouvement peut faire émerger des figures Oui, justement. Oui. Ce qui se passe, j'appuie ce que dit Leïla. Donc il y a des conférences qui sont organisées au niveau des universités. Il y a aussi quelques noms qui circulent et qui sont proposés même sur les réseaux sociaux par la population. Hein. Nous avons une figure emblématique qui est Bouchachi, que le peuple souhaiterait, des droits de l'homme. tout à fait, des droits de l'homme, qui souhaiterait qu'il mène un peu cette réflexion autour de la transition. Donc même les artistes se réunissent dans les théâtres. Au TNA, il y a eu déjà 2 rencontres qui ont connu un succès fou parce que beaucoup de personnes ont participé et qui débattent un petit peu sur les projets de société, comment on imagine l'après, qu'est-ce qu'on peut proposer, comment est-ce qu'on réfléchit sur la Constitution. Et je voudrais aussi rajouter la chose suivante, c'est lors de la mobilisation aujourd'hui, par exemple, de la diaspora, dans le cadre de collectifs Debout l'Algérie, et aussi les autres collectifs qui travaillent avec nous, des démocrates aussi qui travaillent avec nous, nous avons organisé des ateliers autour de la transition économique et nous travaillons aussi à mettre en avant une plateforme où nous allons recenser des personnalités qui peuvent jouer un rôle important, que ce soit sur le plan politique, économique ou bien universitaire, académique. Et nous comptons aussi, nous avons commencé à organiser donc des lives sur notre site, page web Facebook, où nous interrogeons la diaspora à participer, à évoquer un petit peu ce qui se passe en Algérie, surtout par exemple, de faire un travail de veille sur les réseaux sociaux, de déterminer les fake news, parce que ça commence depuis quelques jours, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il y a des fake news pour essayer de démobiliser un petit peu la population algérienne. Et ça, on s'en rend compte, on est à la veille, et on essaie d'expliquer pourquoi, comment. Donc nous faisons trois réunions, et lors de la dernière réunion, c'est juste la première des réunions dans la semaine, c'est juste après celle de vendredi en Algérie et celle de dimanche à Paris. Nous réunissons, nous déterminons quelles sont les informations principales et suite à ça, on réagit en construisant nos actions et notamment sur le Facebook Live pour nous interroger sur une personnalité qui est supposée porter la démarche, la mobilisation populaire, ce qu'elle peut nous apporter, pourquoi, comment, et on répond aux commentaires qui sont postés sur notre page et aussi on essaye de dialoguer pour comprendre quelles sont les aspirations de la population algérienne et celles de la diaspora pour construire l'Algérie de demain. El Mouhou.
Oui, non, en fait le message qu'il faudrait faire passer, c'est que ce n'est pas le chaos. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye ici, même de la part de certains intellectuels, c'est d'opposer à ce mouvement qui est extraordinaire en effet, et si l'armée, si l'annonce du retrait a été faite, c'est parce que précisément c'est très sérieux. On essaie de poser des hypothèques comme la question islamique, la question islamiste. Vous répondez à ma dernière question. Tout ça, non, mais je pense je pense qu'il est important que l'on envoie ce message qui est que la solution vient de la population qui tend. Alors ça ne va pas être facile parce que précisément, je ne suis pas un spécialiste des partis politiques, mais j'ai regardé comment ont été distribués précisément ces fonds, ces transferts vers à la fois la consommation, mais aussi vers les partis politiques. Donc les partis traditionnels ont été laminés, il faut bien le reconnaître. Donc ils n'ont pas résisté. Pour certains d'entre eux, alors c'est pas la paix sociale qui a été achetée, mais c'est la politique qui a été achetée. Oui, et puis pour beaucoup, ils sont une façade de plus du régime. Sûr. Et puis par ailleurs, il y en a d'autres qui ont été purement et simplement pour les partis démocratiques laminés parce que les relations interpersonnelles se sont substituées à des relations avec des intermédiations traditionnelles. Mais il y a des coordinations. Il y a une feuille de route alternative pour une économie diversifiée qui n'existe pas seulement chez les économistes dont je fais partie, mais il y a d'autres. Le mouvement NABNI de la société civile. Ça fait très longtemps des plans alternatifs pour faire qu'une économie, que cette jeunesse qui est acculée à deux choses, le déclassement local ou l'expatriation forcée, le taux d'expatriation déqualifiée est énormément élevé pour ces pays de la région, et pour qu'ils puissent avoir une place dans ce pays. Et la diversification est absolument essentielle. Mais on a des possibilités. Simplement, la difficulté, à mon avis, c'est que le tâtonnement pour faire converger toutes ces initiatives de coordination, ça va être compliqué. Il ne faudrait pas que que les éléments les plus sombres des clans puissent, disons, profiter de ce relatif vide. Alors, juste pour rebondir, très brièvement, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un foisonnement d'initiatives, de collectives, où les gens échangent, et donc ça va peut-être prendre quelques temps, quelques semaines, mais avec des propositions différentes. C'est vrai qu'il y en a qui cherchent à trouver effectivement des personnalités qui proposent des différents leaders politiques issus de la société civile, mais il y en a qui cherchent plutôt des modes d'organisation horizontale et qui, au contraire, sont plutôt méfiants vis-à-vis de l'émergence d'un leader. Parce que, inconnu. Voilà. Ou, en tout cas... Parce que, aussi, un des mots d'ordre et une des revendications qui a été portée par ces mobilisations, c'est on ne veut plus se laisser balader, comme vous avez exprimé ça tout à l'heure. Donc il y a aussi cette volonté de devenir acteurs aussi de leur propre mouvement et de leur propre avenir. En fait, le mot d'ordre, c'est une démocratie participative et c'est revendiqué par cette jeunesse, même par tout le monde. J'entends ça partout, tout le temps. C'est exprimé, c'est voulu. Et je pense que cette jeunesse et toute la population algérienne qui n'a pas été autorisée à construire, à participer à l'édification de cet État, qui dispose de potentiel énorme sur le plan capital humain ou bien dispose de ressources naturelles, un pays aussi grand 4 fois plus que la France. Le potentiel est là, mais comme ils n'ont pas été permis à vouloir sortir tout ce qu'ils peuvent apporter au pays. Aujourd'hui, c'est comme une volonté de montrer à quel point ils ont envie, cette envie, elle est là, cette détermination, elle est là, et je pense qu'ils ne lâcheront pas. J'ai confiance, moi, personnellement, même si je pense que ça ne va pas être facile, en effet, mais la détermination, on la sent, et l'envie de continuer dans cet esprit de pacifique et constructive. Bien sûr, il y aura des obstacles, certainement, mais je pense qu'ils s'y attendent à certains scénarios qui sont déjà préétablis dans leur tête et ils attendent qu'il y ait une réaction pour adapter D'ailleurs, vous avez constaté, ils annoncent quelque chose. Par exemple, comme il y a un slogan qui m'a frappé, c'était lors de l'annonce du président Bouteflika comme quoi il renonçait à un 5e mandat. Le lendemain, il y a eu un slogan pour dire Bouteflika me dit je c'est-à-dire pas une minute de plus, et ça a été instantané. Donc je pense qu'il y a
des actions et des réactions immédiates. Et je pense que c'est un éveil, une conscience qui s'est construite et elle s'exprime aujourd'hui. Merci, c'est sur ces mots qu'on va terminer ce plateau. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de venir et d'échanger avec nous. C'est un plateau que vous pourrez retrouver en diffusion sur notre site, sur notre chaîne YouTube et surtout restez avec nous puisque on enchaîne avec un deuxième plateau où après la mobilisation par le bas, on va s'intéresser aux élites et au pouvoir et à cette boîte noire du pouvoir algérien, aux réponses qu'il peut formuler. À tout de suite.